Eh ben écoutez, on va commencer. Je suis ravie de vous voir pour ce nouveau stream. Voilà, on va commencer tranquillement. Ce nouveau stream, il va avoir pour sujet le Comte de Monte Cristo, vous l'avez vu, parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Une œuvre que j'ai redécouverte avec la sortie du film l'année dernière, donc avec Pierre Ninet, pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour moi, c'était pas une découverte parce que j'avais déjà lu le livre quand j'avais 16-17 ans, je crois, plutôt 17. Et j'avais déjà beaucoup aimé parce que voilà, c'était romantique, c'était épique, c'était tous les superlatifs qu'on peut trouver. Et du coup, je l'ai redécouvert suite au film. Et là, j'avais envie de vous en parler un peu et d'avoir un peu votre avis sur déjà le livre. Et ensuite, les nombreuses adaptations que vous auriez pu voir dans votre vie. Donc, on va commencer. Donc, déjà, le livre. Donc, le livre... il a été écrit par Alexandre Dumas, père. Parce que oui, il y a Alexandre Dumas, père d'un côté, et Alexandre Dumas, fils de l'autre. C'est parce que, en fait, ils ont été... un père et un fils à tous les deux faire de l'écriture. Par exemple, Alexandre Dumas fils a écrit La Dame aux Camélias. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va s'intéresser à Alexandre Dumas père, qui a écrit non seulement Le Comte de Monte Cristo, mais aussi par exemple Les Trois Mousquetaires, pour ne citer que ça. Donc, au fur et à mesure de sa carrière, Alexandre Dumas est devenu très célèbre. Il a un style percutant, bien à lui. Mais qui rend aussi ses romans compréhensibles par le plus grand nombre, avec pas des phrases trop alambiquées, ni trop longues, à l'inverse de, par exemple, un contemporain écrivain comme lui, Victor Hugo. Si vous lisez du Victor Hugo, vous verrez que les phrases chez Victor Hugo font 30 mètres, et qu'on s'y perd parce qu'il y a beaucoup de virgules, et c'est très lourd à lire, en tout cas pour ce qui concerne les romans. Je sais que j'ai essayé plusieurs fois de lire Les Misérables et que j'ai jamais réussi, alors que là, Le Comte de Monte Cristo, ça s'est fait assez facilement, en tout cas pour ma part. Donc, je vais vous resituer vite fait l'écriture du Comte de Monte Cristo, donc comment ce roman lui est venu à l'idée, à Alexandre Dumas, et quel parcours il a eu dans l'édition de ce roman qui est devenu incontournable ensuite. Donc ce roman, avant d'être un roman, ça a été un... Ah, merci, le Baron 62, merci beaucoup. Merci beaucoup. Après ce gentil message d'encouragement, le livre, avant d'être un roman, ça a été un feuilleton qui a été édité dans la presse. Donc c'était au 19e siècle, alors attendez que je me rappelle, c'est entre 1844 et 1846. Et c'était édité dans le journal qui s'appelait le Journal des débats. Donc c'était plusieurs épisodes qui racontaient donc les aventures d'Edmond Dantès. Ensuite, donc, la publication en format relié s'est fait assez rapidement parce que le succès a été immédiat, parce que y avait ce héros qui était injustement emprisonné, qui était accusé à tort d'être bonapartiste. C'est en lien avec l'époque historique, mais on y reviendra juste après. Et du coup, le succès a été assez immédiat. On va dire, dès les premières publications, dès les premières semaines, le bouche à oreille a fait que le succès a été retentissant. Donc pour ceux qui ignoreraient ce que c'est encore l'histoire, même si j'en doute, mais on va faire un petit rappel rapide. Donc Edmond Dantès, c'est un jeune marin
qui rentre de voyage et qui rentre à Marseille, où il habite, et il rentre à Marseille et il est promu par son capitaine, son capitaine. Il est promu lui-même capitaine de son navire qui s'appelle le Pharaon. Et le problème, c'est que à bord du bateau, il a des gens qui sont jaloux de sa réussite et qui vont s'empresser de le faire tomber, enfin de lui causer des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont le faire passer pour un agent bonapartiste. Et à l'époque, en tout cas dans le roman, mais aussi dans l'époque historique d'où c'est tiré, être bonapartiste, c'est vraiment le truc à pas faire. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc à éviter. Voilà, c'est... par exemple, si vous tuez quelqu'un, ça peut passer, mais alors si vous êtes bonapartiste, c'est no way. Voilà. Donc Edmond Dantès est accusé de bonapartisme, mais en plus il est accusé de bonapartisme le jour de son mariage. Donc vraiment, c'est vraiment une mauvaise journée pour lui. Donc il est accusé de bonapartisme le jour de son mariage. Donc il est arrêté pendant la cérémonie de son mariage avec la jolie Mercedes. Et voilà. Donc il finit en prison. Donc on dirait je suis fatiguée. On dirait en gros qu'il y a 3 méchants principaux dans cette histoire. Donc il y a Danglars, qui était le collègue de Dantès sur le bateau, qui était jaloux de sa réussite, qui est comptable sur le navire duquel il devient capitaine. Ensuite, il y a Fernand. Donc Fernand, il s'appelle de Morcerf, Fernand de Morcerf. Donc c'est un ami d'Edmond. Donc c'est son frère de lait, c'est-à-dire il a eu la même nourrice qu'Edmond. Et il est aussi le cousin de Mercedes, donc la jeune femme que Edmond s'apprête à épouser. Et vous le sentez venir, le fait que Fernand rejoigne le complot contre Dantès, c'est lié au fait que lui aussi est amoureux de Mercedes. Dans le roman, ça n'a pas l'air de choquer qui que ce soit qu'il veuille concrétiser l'amour pour sa cousine, mais on va dire que c'est l'époque, hein. Parce qu'on peut même pas invoquer le nord de la France. Là, c'est Marseille, donc on peut même pas invoquer cette raison. Donc voilà, il y a Fernand. Et le troisième personnage, c'est le personnage le plus influent des trois, politiquement parlant, puisque c'est le procureur Gérard de Villefort. Donc ce personnage, il est important parce que c'est lui qui a le plus de pouvoir, politiquement parlant, et qui aurait pu aussi sauver Dantès de son destin, mais malheureusement, donc quand Dantès est arrêté, donc on trouve sur lui une fausse lettre de sympathie bonapartiste, le temps que je trouve mes mots, de sympathie bonapartiste, et du coup, cette lettre, il s'avère qu'elle est adressée, dans le livre en tout cas, elle est adressée au père du procureur. Donc le père du procureur, qui s'avère être un bonapartiste vraiment assumé, voilà. Même Villefort le sait, et du coup, sachant que son père est un bonapartiste, il ne souhaite pas que cela soit su et que ça lui retombe dessus concernant sa carrière. Donc, il choisit de faire payer à Dantès les pots cassés, parce qu'il sait très bien que lui n'est pas responsable. Mais du coup, pour protéger son père, il fait accuser Dantès à sa place. Donc voilà, il confirme en fait l'accusation de Danglars et de Fernand. Et du coup, Dantès finit enfermé au château d'If pendant... Alors, si vous entendiez du bruit derrière moi, c'est mon chat qui est en train de jouer avec quelque chose. Donc, si vous entendez des petits bruits à côté, c'est mon chat. Bref, donc Dantès est enfermé ensuite au château d'If, qui est une prison qui existe encore à Marseille. Bon, elle ne sert plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle est visitée. En fait, c'est devenu un monument... un monument touristique. C'est le château d'If, donc... et il y est enfermé pendant un total de 14 ans.
Donc pendant 14 ans, il va rester enfermé et il va rencontrer son collègue de cellule qui est l'abbé Faria. Et l'abbé Faria, il va arriver à lui apprendre tout ce qu'il sait, c'est-à-dire il va lui apprendre les langues étrangères, il va lui apprendre les mathématiques, le français, enfin tout ce qui est utile de savoir. Et il va lui révéler aussi que il a été victime d'un complot, parce que ce qui ressort dans le roman aussi, c'est que Dantès, on va dire que c'est un personnage innocent et naïf, mais beaucoup trop naïf. C'est-à-dire que il ne se méfie pas une seule seconde ni de Danglars ni de Fernand. Et il leur jette un peu son bonheur à la figure. Quand il revient, il dit voilà, moi je vais devenir capitaine, je vais épouser celle que j'aime depuis X années, et voilà, c'est trop bien, tout ça, tout ça. Mais du coup, il ne soupçonne pas du tout le côté complot qui se prépare derrière lui. Donc l'abbé Faria lui apprend tout ça, outre de nombreuses choses. Et il lui dit aussi que il a construit lui-même pendant les... Je crois qu'il est enfermé là depuis plus de 30 ans, ou 25 ans, dans le roman en tout cas. Il est enfermé depuis plus longtemps que Dantès, et il a déjà essayé de construire un tunnel pour s'échapper du château d'If. Le problème, c'est que le château d'If, il est sur la mer, donc on peut pas... voilà, c'est pas un endroit dont on s'échappe facilement. Donc, Faria décède à un moment donné parce qu'il a une maladie, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est de l'épilepsie, parce que dans les relectures modernes du livre, on apprend que ça peut être de l'épilepsie, mais dans le vocabulaire de Dumas, on emploie un autre vocabulaire que je ne saurais plus vous dire parce que, voilà, je ne l'ai plus en tête, mais... Après, voilà. Donc, il meurt d'une maladie, et donc Dantès se retrouve tout seul. Mais il a une idée suite à ce décès, c'est que en fait, il se cache dans le sac dans lequel le cadavre de Faria est censé être jeté à la mer, car oui, à cette époque-là, on ne s'encombrait pas avec les cadavres des personnes enfermées. On ne faisait pas cas du respect des morts. Non, c'était vraiment, on les balance comme ça à la mer et on ne se pose pas de questions. Voilà, donc Dantès se cache dans le sac et il est jeté à la mer en pensant que c'est Faria dans le sac. Et suite à ça, donc... Dantès parvient à sortir de là, donc il est secouru par des marins, puis après il essaye de retourner chez lui, et il découvre que des années ont passé, beaucoup d'années ont passé, et il découvre que son père est décédé, parce qu'il s'est laissé mourir de faim et de tristesse, et aussi que Mercédès, qui était censée l'épouser au début du roman, elle a épousé son cousin Fernand. Donc voilà, donc non seulement il a tout perdu, mais en plus, il s'est fait trahir par les personnes qui croyaient les plus sincères. Après, évidemment, dans le roman, il y a des choses... Enfin, c'est beaucoup plus détaillé dans le roman, évidemment, parce que le roman en tout, si je ne m'abuse, je crois qu'on en est à 1889 pages. Et encore, je crois que c'est ça, 1889 pages. Donc c'est pour ça que dans mon post de l'autre jour, je vous disais que dans sa première version reliée, ça comptait 18 volumes. Vous comprenez pourquoi maintenant. Donc aujourd'hui, quand on trouve des éditions, c'est à peu près en non. Ça peut être en 2 volumes très épais. Moi, de mon côté, je l'ai lu de manière électronique. Et c'était en 4 tomes. En 4 tomes divisés, voilà. Et dans le roman, il y a des intrigues, en fait, qui
qui sont ajoutées, enfin qui sont présentes, mais qui ne sont pas présentes dans les différentes adaptations. Je pense notamment à l'adaptation avec Pierre Ninet, que vous connaissez. Donc, dans l'adaptation, par exemple, il a fallu faire des coupes, évidemment, pour que le film reste supportable et que ce soit pas trop long, parce que si ça devait vraiment tout adapter, eh ben on n'en finirait plus. Mais il y a une intrigue du roman que je voulais vous partager, qui n'apparaît pas dans le film, et que je trouve dommage qu'il n'ait pas été adapté, parce que on voit dans le film que ça a voulu être adapté, mais que faute de temps sur le projet final, eh ben, ils ont dû abandonner cette intrigue-là du roman, et je trouvais ça dommage. Mais voilà, mais c'était important que je vous mette un petit peu en contexte. Donc l'intrigue qui a été un peu, enfin même pas un peu, qui a été abandonnée du film de 2024, et ben c'est l'intrigue avec le capitaine, enfin le supérieur de Dantès, qui s'appelle l'armateur Pierre Morel. Donc qui est-ce que c'est Pierre Morel? C'est la personne qui le fait capitaine au début du roman. Donc c'est vraiment la personne qui défend le plus Edmond Dantès pendant sa captivité, et même avant. Enfin, il a confiance en lui, il sait que c'est un bon marin, et donc ce monsieur, quand Dantès est arrêté, il se démène pour essayer de le faire libérer. Mais on a vu que Villefort étant personnellement impliqué, en tout cas son père, refuse de l'écouter, malgré que Morel vient le voir pour essayer de faire libérer Dantès. Donc Morel, de son côté, après 14 ans, eh bien, quand Dantès revient, sous les traits de Monte Cristo, eh bien, il est décédé parce que, en fait, il a tout perdu de sa fortune, parce que c'était donc le supérieur de Dantès, et Morel a tout perdu. Il a été ruiné et escroqué par nul autre que Danglars, donc celui qui était sur le bateau avec Dantès et qui voulait lui prendre sa place. Eh bien en fait il a escroqué Morel pour lui voler sa fortune et son bateau. Voilà. Et dans le film, on a juste une image au tout début où on voit un petit garçon qui se cache sous une table, et on apprend que ce petit garçon s'appelle Maximilien, mais on n'a pas plus de détails parce que le film étant long, il y a dû y avoir des coupures. Mais dans le roman, ce Maximilien, il est important. Maximilien, donc, c'est le petit-fils de Pierre Morel. Et ce Maximilien, il va être important quand Monte Cristo revient. Je dis Monte Cristo pour que vous compreniez le changement. Voilà, bref, vous avez compris. Donc Monte Cristo revient et se fait passer pour un banquier anglais. Donc pour ça, il a plusieurs déguisements, il met des masques, il se grime volontairement pour pas qu'on le reconnaisse. Et il se fait passer pour un banquier anglais qui s'appelle... de la maison Thomson et Fils, et qui s'appelle... je crois que c'est Monsieur... Bon, je ne saurais plus vous dire le nom, mais bref. Donc il se fait passer pour un banquier anglais qui est conscient de la situation des Morel, et qui lui donne un certain délai pour régulariser sa situation. Et du coup, il leur laisse un petit délai. Et on ne sait pas ce qui se passe ensuite. Et Maximilien, de son côté, on apprend aussi qu'il a un arche personnel, puisqu'il est amoureux de la fille du procureur Villefort, qui s'appelle Valentine. Et de son côté, donc, ce mariage, il est empêché parce que Valentine est promise à quelqu'un d'autre. Et voilà... Morel père ayant tout perdu du point de vue de sa fortune,
eh bien, voilà, le fils est un peu disgracié aux yeux de la société. Le souci, qui va se révéler être une bonne chose ensuite, c'est que Monte Cristo, euh, sous les traits de ce banquier, va faire en sorte de donner des délais, toujours rallonger les délais de paiement pour les Morel, parce que il invoque la droiture du père Morel, Pierre, et, euh, et il dit ah mais je peux pas vous laisser dans une telle situation, c'est voilà c'est contraire à ce que je connais, euh, et vous allez vous inquiétez pas, vous avez toute la confiance de ma banque, ça va aller. Donc voilà, il laisse traîner pour leur laisser du temps. À côté de ça, donc, on a l'intrigue avec Maximilien et la jeune Valentine. Donc, Maximilien et Valentine s'aiment beaucoup tous les deux. Ils sont amoureux tous les deux, fous. Donc, mais le problème, donc, c'est qu'ils ne peuvent pas s'aimer parce que Valentine est promise à quelqu'un d'autre. Et Maximilien, euh, il n'a pas vraiment de solution. Il n'a pas vraiment d'allié, si ce n'est le grand-père de Valentine, qui se trouve être le père de Villefort. Celui à qui la lettre de Dantès était adressée, voilà, et qui a causé son emprisonnement. Mais le problème, c'est que ce grand-père, il est depuis quelques années dans un fauteuil roulant, sans pouvoir parler, rien du tout. La seule manière de communiquer avec lui, c'est de cligner des yeux. Hein, la seule manière qu'il a, c'est de cligner des yeux. Et la personne avec laquelle il s'entend le mieux et qu'il comprend le mieux, bah, c'est Valentine. Et justement, Valentine comprend son grand-père et, et, le, et ce grand-père, même si personne ne l'écoute, il fait en sorte qu'elle ne soit pas mariée à ce monsieur, enfin à celui à qui elle est promise, parce que en fait ça a aussi à voir avec la compagne de Villefort, donc Madame de Villefort, hein, la belle-mère de Valentine, qui n'est pas sa vraie mère, hein, c'est un remariage. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans les dispositions testamentaires de Villefort, il est dit que c'est Valentine qui prendra toute sa fortune une fois sa mort venue. Ou toute héritière restant sur le domaine. Donc, que fait la femme de Villefort à ce moment-là? Elle s'applique à empoisonner tout le monde. Donc empoisonner, quand je dis empoisonner, c'est elle, elle donne du poison d'abord aux domestiques de la maison. Donc voilà. Et quand c'est terminé, donc elle empoisonne tout le monde. Et quand c'est terminé, elle compte empoisonner Valentine, chose qu'elle réussit à faire, jusqu'au moment où Monte Cristo intervient, parce que par un habile stratagème de Maximilien Morel, il est mis au courant de la situation et toujours, je crois que je m'en mêle dans mes explications. Hein? On est d'accord, hein? Vous savez quoi? On va revenir à quelque chose de plus simple. Je vais pas trop vous en dire plus sur cette intrigue parce que c'est trop compliqué et il faudrait vraiment que vous ayez lu le roman pour ça. Donc on va revenir à quelque chose de plus simple. Hein, vous en êtes d'accord? Sinon on va s'ennuyer. On va s'endormir. Alors il est... Oui, on a le temps. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oui, alors, on se ressaisit. Donc du coup, le film de 2024 a dû faire des coupes, évidemment, parce que c'est pas faisable de faire tenir. Je pense que si tout le roman aurait dû être adapté, on aurait eu facile
4 heures et demie de film. Donc voilà. Mais je pense que ce qui a fait le succès du film de 2024, c'est vraiment déjà la performance des acteurs, tous, hein. Évidemment, Pierre Ninet crève l'écran, mais aussi Bastien Bouillon, il y a aussi Patrick Mille, et je sais plus comment s'appelle l'acteur qui fait Villefort, je crois que c'est... j'ai un trou de mémoire. C'est... Laurent Lafitte. Oula, que c'était long. Laurent Lafitte. Voilà, donc il y avait les trois méchants et Pierre Ninet, mais aussi tous, hein, tous. Et je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que cette œuvre, elle réveille en nous, que ce soit le roman ou le film, elle réveille en nous notre sens aigu de compassion avec l'injustice, c'est-à-dire on compatit de A jusqu'à Z avec le personnage d'Edmond Dantès puis Monte Cristo, parce que même si après il devient animé par la vengeance qu'il veut mener à tout prix à bien, on a de l'empathie pour lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a vraiment de l'empathie pour lui parce que même s'il devient Monte Cristo à des moments, dans le roman et dans le film, on a un retour un tout petit peu des préoccupations de Dantès, c'est-à-dire ce côté innocent et naïf. On a par moments des petits switches, même pendant les moments du roman où il est censé être Monte Cristo. On a cette ambivalence de ton qui fait surface. J'ai beaucoup parlé déjà. Et on a, dans le roman, on a aussi un soin tout particulier apporté à vraiment nous expliquer quel personnage sert à quoi. C'est-à-dire, on n'a pas des personnages qui, entre guillemets, servent à rien. C'est-à-dire, tous les personnages sont utiles à l'intrigue. Il n'y en a pas un qu'on pourrait se dire, il pourrait ne pas être là, ça changerait rien à l'histoire. Non. Chez Dumas, ou en tout cas dans le conte de Monte Cristo, chaque personnage est important. Chaque personnage a son utilité, que ce soit les méchants, les gentils, ou même ceux qui paraissent anecdotiques, ils ne le sont pas du tout. Après, ce qui est bien, c'est aussi l'importance de la nuance qui est utilisée chez Dumas. Donc on a des personnages qui sont... aucun personnage n'est tout blanc ou tout noir. Tous les personnages ont des nuances de gris. C'est-à-dire, même Villefort, au début du roman, juste avant qu'il n'arrête Dantès, il a quand même de la compassion pour lui parce que il est sur le point d'interrompre son mariage. Et en tout cas, de prime abord, Dantès ne lui paraît pas un coupable. Mais après, voilà, on sait ensuite qu'il change d'avis parce que son père se retrouve mêlé. Mais de prime abord, il a quand même de la compassion pour lui. Le seul personnage dans le roman avec lequel la nuance de gris est un peu plus difficile à trouver et un peu plus foncée, c'est avec Cadrousse. Donc dans le film, Cadrousse, il rencontre Monte Cristo quand il revient, sous un déguisement de l'abbé, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Busoni, de l'abbé Busoni. Et à plusieurs moments du film, enfin à un moment du film en tout cas, il sert ses plans, il met le feu à la flotte d'Anglars dans la ville de Marseille, et ça sert les plans de Monte Cristo. Mais dans le livre, son destin est un peu plus compliqué, parce que jamais dans le roman... Cadrousse ne choisit la bonne voie, c'est-à-dire que à chaque fois que Monte Cristo lui laisse une chance de se racheter par rapport à ce qu'il a fait à Dantès, par rapport au mauvais choix qu'il a fait,
eh bien, toujours, Caderousse choisit le mauvais choix. C'est-à-dire, il est hanté par l'argent, il est, il est vraiment motivé par l'argent, toujours gagner plus d'argent, euh, gagner plus de reconnaissance et surtout ne rien risquer du point de vue de la justice. Et du coup, lui ne se remet jamais en question. De sorte que, de mon point de vue, c'est lui qui a la pire des fins dans le roman. Parce que oui, dans le roman, les fins sont encore plus sombres que dans le film. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film, Villefort meurt. Bon, ok. Euh, après, Fernand, il est laissé seul par Mercedes et Albert et épargné par Monte Cristo. Danglars, de son côté, il est ruiné et on ne sait pas ce qu'il devient. Mais dans le roman, donc Villefort devient fou et finit par... non, je crois pas qu'il finit par se suicider. Non, autant pour moi. Il devient fou, simplement. Enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà, il devient fou. Et, et ensuite, Danglars, de son côté, il est enfermé par Monte Cristo et il lui dit si vous voulez vivre, il faut que vous me donniez de l'argent. Et sachant que Danglars, son point faible, c'est l'argent et les titres, eh bien, il s'arrange pour donner toujours plus d'argent. Donc pour ça, il vend tout ce qu'il a, c'est-à-dire ses maisons, ses possessions, tout ça. Donc Monte Cristo l'enferme à un moment et il lui lègue tout simplement tout ce qu'il a, c'est-à-dire ses maisons, ses habits, toutes ses possessions. De sorte que dans le roman, Danglars finit enfermé dans une maison, dans une prison, pardon, avec plus rien même sur le dos. Il finit même, c'est dit à un moment, il finit même complètement nu comme un verre. Et Fernand, c'est lui qui a la destinée la plus... avec Caderousse, c'est lui qui a la destinée la plus sombre, puisque dans le film, donc, il est juste laissé comme ça par Monte Cristo, mais dans le livre, donc en fait, suite à la découverte de son secret par rapport à la famille d'Haïdé, puisqu'il a tué son père, suite à ce secret, Fernand se retrouve dépouillé de tous ses titres et de toutes ses gloires. Du coup, donc déjà, Mercedes commence à se poser des questions. Et suite au duel entre Monte Cristo et Albert, donc Mercedes découvre voilà l'implication de Fernand dans le destin d'Edmond slash Monte Cristo. Et donc Fernand, trop triste et en colère de s'être fait découvrir suite à ça, et ben, il se suicide. Voilà, donc c'est une grande différence par rapport au roman. C'est que... non, au film, pardon, je m'en mêle dans ce que je dis. C'est une grande différence par rapport au film, c'est-à-dire que dans le livre, Fernand se suicide et Caderousse, lui, finit par vraiment sombrer dans la malice la plus totale parce que à un moment donné, Monte Cristo lui tend un piège en s'absentant de chez lui et juste avant, il a bien fait comprendre qu'il avait beaucoup d'or et d'argent chez lui. Et du coup, Caderousse, ne résistant pas à l'appât du gain, se rend chez lui et, essaye de voler les trésors de Monte Cristo. Mais Monte Cristo n'était pas parti de chez lui. Il le prend en flagrant délit de tentative de vol. Et
et Monte Cristo au début lui propose quelque chose, c'est de se rendre, enfin d'avouer ce qu'il a vu le jour de l'arrestation, enfin quand Dantès a été manipulé. Il lui propose de dire ce qu'il a vu et de dire en quoi il était impliqué, sans quoi il ne préviendra pas la police et il sera inquiété, mais uniquement de ce qu'il a fait, mais ne sera pas chargé pour le vol de sa maison, enfin de ce qu'il y avait dans sa maison. Mais Caderousse refuse. Du coup, Monte Cristo le laisse partir, sauf qu'entre-temps, Monte Cristo a fait ses recherches sur Caderousse et a retrouvé tous les gens qui lui en voulaient et à qui il a fait du tort, et qui pouvaient vouloir attenter à ses jours pour quelque raison que ce soit. Et en fait, au moment où Caderousse quitte la maison de Monte Cristo, et bien en fait quelqu'un l'attend dans une rue et lui tire un coup de pistolet, et Caderousse meurt sur le coup devant la maison de Monte Cristo. Donc c'est vraiment les deux personnages qui ont le destin le plus sombre. Et le reste des destins est un peu plus, on va dire, un peu plus gris, ou alors un peu plus fidèle au film. Il y a des personnages aussi qui sont pas du tout abordés, ou alors qui sont remplacés dans le film, et qui sont remplacés dans le film par d'autres personnages par rapport au livre. Par exemple, dans le film, c'est Albert et Haïdé qui connaissent une histoire d'amour et qui finissent par s'aimer à la fin. Et bien dans le livre, Haïdé n'a pas d'histoire d'amour avec Albert de Morcerf directement, mais avec Monte Cristo. Donc voilà, Monte Cristo, à la fin du roman, renonce entre guillemets à sa vengeance contre Albert pour plaire à Mercédès, et de son côté accepte de vivre, de refaire sa vie avec Haïdé, qui entre-temps a développé des sentiments pour lui. Eh bien, dans le roman, on a aussi des personnages qui sont ajoutés, évidemment. On a le personnage de Luigi Vampa qui est très important. C'est un personnage qui est un brigand. Oh, j'ai une mèche de cheveux qui m'enquiquine. C'est un personnage qui est un brigand très important à Naples, et qui en fait va servir Monte Cristo dans une grande partie de ses plans, parce que c'est lui qui va aider entre guillemets Monte Cristo à le mettre en relation avec Albert, pour pouvoir revenir à Paris une fois qu'il a mis en place son identité de Monte Cristo. En fait, on le voit un peu dans le film, mais c'est un peu romancé, c'est-à-dire que dans le film, Albert est attaqué par des brigands, et c'est Monte Cristo qui fait en sorte que il lui soit redevable, alors que dans le livre, c'est Luigi Vampa qui enlève Albert, et en fait on découvre que Luigi Vampa l'a fait sur ordre de Monte Cristo, et qui ensuite va faire en sorte de délivrer Albert pour le compte de son ami Franz d'Épinay. Et en fait, on découvre que c'est Monte Cristo qui avait tout manigancé pour que Albert lui soit redevable, et que Albert accepte ensuite de le présenter à la bonne société parisienne, c'est-à-dire à ses parents, et puis surtout à Mercédès, pour que Monte Cristo puisse mettre en place sa vengeance. Après, on a aussi des
des cohérences au niveau historique, c'est-à-dire que le comte de Monte Cristo, évidemment, il s'inspire de son époque de création, c'est-à-dire, oui, on va dire milieu du 19e siècle, donc vers les années 1840 à peu près. Et dans cette période, on a donc en France une période qui s'appelle la Restauration à cheval avec le Second Empire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette période historique? Pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une période où on a une monarchie qui est de retour en France, mais qui ça passe pas parce qu'il y a déjà eu la Révolution française avant. Et voilà, c'est le roi, je crois que c'est Louis XVIII, qui revient au pouvoir et qui tente tant bien que mal de faire revenir la monarchie en France. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opposants à ce retour de la monarchie. Euh, et on a beaucoup de gens, on a d'autres gens qui demandent un autre régime en France, à savoir une démocratie, mais constitutionnelle. Et qui est cette personne qui, derrière elle, amène ce genre de mouvement? Eh bien, c'est Napoléon III. Je crois que c'est le neveu de Napoléon Ier, donc qui a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Et donc ce neveu, il va être important parce que il va petit à petit être très aimé du peuple français parce que voilà, il a des idées novatrices. Lui ne veut pas, en tout cas se dit ne pas vouloir d'un pouvoir autoritaire. Il encourage le suffrage universel masculin, parce que le suffrage universel tout court, ça viendra bien après. Mais le suffrage universel masculin, il demande la fin de la monarchie, il demande voilà, plein de réformes progressistes qui plaisent à beaucoup de monde et qui font qu'il est très populaire. Il est même populaire auprès des grands écrivains de ce moment-là, c'est-à-dire par exemple Victor Hugo et Alexandre Dumas. Et au début, on va dire à partir des années, vers les années 40, ce personnage est très aimé, mais vers 44, vu que il penche de plus en plus, il exhorte de plus en plus le peuple à aller vers la révolution et faire en sorte que la monarchie soit dissoute, eh bien, il est emprisonné. Il est emprisonné pour une durée, je crois, de 2 ans, il me semble, ou 2 ans et demi, dans une prison, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est dans le sud. Il est emprisonné et en fait, il parvient à s'évader. Et cette évasion de prison, elle coïncide avec, elle fait écho au destin d'Edmond Dantès, dans le sens où, à cette époque-là, Napoléon III est considéré comme quelqu'un d'innocent qui a été injustement emprisonné par ses ennemis, par ceux qui étaient contre ses agissements, contre ses revendications politiques. Et voilà. Et ça va aussi contribuer au succès du roman, c'est-à-dire que les gens vont identifier Napoléon III dans le personnage d'Edmond Dantès. Ça va aussi contribuer au succès général du roman. Et on a aussi, c'est pour ça qu'on a tout un pan du Comte de Monte Cristo qui raconte justement, qui met en parallèle aussi le contexte, c'est-à-dire que le contexte de la fin de la monarchie
parce que entre-temps la monarchie s'écroule, parce que ça ne pouvait pas tenir sur le plan politique à cette époque-là, et, euh, euh, et de l'évasion de Napoléon III. Tout ça est raconté dans le roman de Dumas, et ça explique aussi, enfin, ça sert de cadre aux aventures de Dantès. Et, euh, et voilà. Euh, donc pourquoi c'est devenu aussi intemporel? C'est parce que ce roman, il met en place donc l'idéologie de la vengeance, évidemment, mais à la fin, on apprend quand même que la vengeance ne fait pas tout, et que l'important, c'est, je dirais en tout cas que la, la morale qu'on devrait en tirer, en tout cas, c'est que la vengeance ne résout pas tout. La vengeance ne peut pas être le cœur être le cœur même, la substantifique moelle d'un individu. Et il doit aussi compter sur les siens pour, euh, pour, euh, pour avancer dans l'existence. Et garder une certaine espérance aussi dans une certaine foi en l'être humain. C'est par exemple l'idée qui ressort de la phrase très célèbre du roman qui a été utilisée aussi dans le film, qui s'appelle attendre et espérer, c'est-à-dire voilà, parce que à l'époque de la sortie du roman, on n'avait pas on ne savait pas où la politique allait mener. Il s'avère qu'ensuite Napoléon III euh, a, fait, euh, a fait en sorte que la France devienne un empire, mais, mais à l'époque c'était tellement un bazar sans nom que, que, les, que les écrits de cette époque voilà, mettent en lumière la faculté à attendre et espérer, en tout cas chez Dumas. Mais par exemple, pour Victor Hugo aussi, ça a été le cas, puisque il a, au début, il soutenait Napoléon III dans sa volonté de changement politique, et ensuite, après le revirement autoritaire qu'a fait Napoléon III, eh bien, Victor Hugo sera l'un de ses plus féroces détracteurs, et il sera même obligé de quitter la France. Obligé de s'exiler pour éviter la prison. Il part s'exiler à Guernesey, qui est une île près des côtes normandes, il me semble, à côté de l'Angleterre. Et il s'y exile pendant un petit moment, tout comme Dumas. Dumas aussi s'est exilé, pas à Guernesey, mais je crois en Angleterre pendant un petit moment. On va arriver à la fin de ce live, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, bon, alors j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu moins décousu que la dernière fois. J'espère ne pas trop m'être embrouillé, embarqué dans des explications trop farfelues, hein. J'espère que ça vous a plu, que je parle un petit peu de Monte Cristo. Voilà. Sinon, que dire? Oui, je profite d'être encore là. Je parle aussi à ceux qui regarderont la rediffusion, parce qu'il y aura des rediffusions sur YouTube dès demain. Donc je vais publier la rediffusion brute, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien les rediffusions brutes et sans montage. Donc je vais la mettre en ligne dès demain. Et on va dire que vendredi, vous aurez un best-of de ce live avec les meilleurs extraits, les infos les plus intéressantes, dans un petit montage un peu plus digeste. Voilà. Donc, fichier brut jeudi sur YouTube, et montage un peu plus aéré, on va dire, vendredi. Comme ça, vous aurez tout le week-end pour le regarder. Et aussi, info très importante, la semaine prochaine, le live n'aura pas lieu mercredi, mais lundi.
parce que mercredi, j'ai un empêchement de taille. Donc lundi, c'est là qu'on aura un nouveau live. Donc, de quoi va parler ce live? Si vous voulez pas le savoir, je vous invite à, à accélérer à la rediffusion au timecode que je vous indique juste là. Voilà. Et pour ceux qui veulent le savoir, eh bien, le prochain live aura pour sujet la vie de l'acteur Robin Williams, donc l'acteur américain que beaucoup de gens connaissent, qui a bercé notre enfance dans beaucoup de ses films. Donc, ce sera ça le sujet de mon prochain live. Dernière chose, et après on va pouvoir aller vivre notre soirée tranquille. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations avant tout le monde sur les lives et sur ce que je compte faire, sur les prochains thèmes, voilà. Et si vous comptez aussi amener un petit peu de vos idées sur des potentiels lives à faire ou voilà des remarques, ou en tout cas si vous voulez suivre un petit peu les coulisses des lives, ce que je vous propose de faire, c'est, et je m'adresse aussi à ceux de la rediffusion, c'est comment de m'envoyer un message privé sur Instagram avec marqué live. Donc vous prenez mon compte Instagram, donc c'est de la teta, donc arrobas de la teta. Tiens, je ne sais pas si je peux l'écrire là dans le chat. Si je peux l'écrire, je vais vous l'écrire ici. Donc attendez, hop, je fais tout, hop là. Est-ce que je peux le mettre? Oui. Oui, super. Donc je vous l'écris ici. Donc c'est comme ça. Donc de la tête à, hop. Donc c'est D-E-L-E, oui, D-E-L-A-T-E-T-E-A, donc tout en minuscule. Donc sur ce compte Instagram, vous m'envoyez un petit message privé, live, et du coup je créerai un groupe de discussion privée, donc géré par moi, où je partagerai donc des exclus, des coulisses et des infos un petit peu avant tout le monde. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, donc de la teta, D-E-L-A-T-E-T-E-A, et vous serez averti avant tout le monde des nouveautés concernant les lives. Donc voilà, je pense qu'on arrive... Ah non, encore 7 minutes. Eh bien écoutez, on a peut-être le temps, en 7 minutes, que je vous dise... Qu'est-ce que j'ai préféré entre le livre et le film? Bah écoutez, le livre et le film sont tous les deux très intéressants à regarder. Évidemment, côté des adaptations, il y en a beaucoup. Évidemment, je me suis concentrée sur celle de 2024 parce que c'est celle qui est la plus fraîche à nos esprits. Mais il y a d'autres adaptations très bien faites de Monte Cristo. Il y a celle je crois que c'est dans les années 60, qui a été faite, qui est française, avec Louis... je crois que c'est Louis Jouvet... Non, pas Louis Jouvet, non, pas du tout. Je crois que c'est Philippe Jouvet, l'acteur principal, qui joue Monte Cristo dans cette adaptation. Voilà, c'est une adaptation que je vous conseille si vous avez l'occasion de la voir. Je crois qu'elle est disponible sur YouTube, si je ne m'abuse. Et il y a aussi une adaptation un peu plus récente, je crois qu'elle date des années 90 ou 2000, non, je dirais plutôt 90, avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi d'aller fouiller de ce côté-là. Et je vous encourage, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à découvrir le roman de Dumas par vous-même et à venir me dire si vous avez préféré le livre ou le film. Moi, personnellement, je trouve que le livre est très agréable à lire et le style est très agréable parce que même s'il est très dense, même s'il est très, très long, eh bien, on garde le fil parce que le vocabulaire est adapté, le rythme, des fois il y a quelques longueurs, mais c'est vraiment très rare. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je dirais quand même que je préfère le livre au film. Après, côté film,
J'ai bien aimé aussi, vraiment, j'ai beaucoup aimé les décors et la musique parce que je les ai trouvés tous les deux magnifiques. Euh, la BO de Monte Cristo est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller même l'écouter de votre côté. Je crois qu'elle est disponible sur YouTube si vous tapez, ou même sur les plateformes, je crois qu'elle l'est, que ce soit sur Deezer ou sur Spotify. Je crois qu'elle est disponible. Donc après, je vous conseille aussi de l'écouter même sans le film, même si elle fait partie de ces musiques qui, sans le film, enfin, je vais pas dire perdent de leur saveur, mais du coup, vu qu'elles sont là pour accompagner le film, je trouve que ça perd de sa splendeur, vous voyez, sans le film. Mais voilà. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un live là-dessus, sur les musiques de films, sur l'histoire de la musique de film. Je sais pas si ça vous intéresserait. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de la rediffusion si ça vous intéresserait de faire un épisode là-dessus. Oh, je viens de me rendre compte que pendant tout le live, j'ai pas du tout regardé la caméra. Honte à moi. Je me rattraperai pour la prochaine fois, c'est promis. Mais Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui sont là pendant la rediffusion. J'espère que ça vous plaît. Voilà, encore une fois, c'est encore un live de rodage. On en est à la deuxième, donc voilà, hein, je vais m'améliorer de live en live, hein, mais il faut encore que je trouve mes marques et que voilà, ça devienne de moins en moins décousu. Donc sur ce, on en est à 3 minutes de la fin, donc je pense que là, à part en vous racontant des banalités, je pense qu'on peut considérer qu'on a fait le tour. Euh, donc n'hésitez pas à regarder ce live en rediffusion si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Et merci à ceux qui sont venus. Je vais vous dire à bientôt pour un nouveau live de la Theta. Ciao!